Bienvenue dans ce best-of du podcast Semblable. L'été est là et c'est pour nous l'occasion de vous accompagner un peu pendant les vacances. Semblable, le podcast donne la parole aux acteurs de l'inclusion dont on pense le parcours inspirant. Et dans ce résumé estival, nous allons nous pencher sur le rapport vie pro, vie perso, induit par l'aventure entrepreneuriale que nos invités Karima Kerkoub, Moussa Camara, Thérèse Donnet et encore Rémi de Merseman nous ont déjà confié. Vous allez découvrir des témoignages inspirants et des conseils précieux de la part de ces créateurs d'opportunités qui ont saisi leurs envies à bras-le-corps et qui aujourd'hui dirigent des sociétés plus justes, valorisant la diversité, l'égalité, le savoir-être comme le savoir-faire. Et qui sait, peut-être à les écouter, vous aurez le déclic vous aussi qui vous poussera à sauter le pas si toutefois vous hésitiez encore. Cet épisode n'est composé que d'extraits de nos entretiens précédents, mais bien évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes de Semblable le podcast sur toutes les plateformes de streaming classiques. Préparez-vous à être inspiré et à repousser les limites de la pensée traditionnelle. Il faut avoir un mental très fort, vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est un travail de fond. Ouais, un travail de fond, mais quand on est une maman, surtout quand vous avez 5 enfants, il faut savoir gérer et faire la part des choses. Donc quand le travail, on travaille. Quand c'est fini, il faut savoir s'occuper de sa famille et dire stop parce que sinon on peut s'éparpiller ou avoir un burn-out. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, waouh, j'avais tellement de choses. Je me suis dit stop, je ferme tout. Je vais prendre une pause de 3 jours. Je vais m'occuper de moi et de mes enfants. En fait, c'est nous-mêmes qui devons gérer tout ça, quoi. Karima, juste quand vous avez postulé au concours de la French Tech Tremplin, du coup votre idée, elle était à état d'idée, elle n'était pas encore, la plateforme n'existait pas encore, c'est ça? Elle n'existait pas, non, ouais, c'est vraiment, j'expliquais le projet. Donc en fait, c'est tout ça aussi, les gens qui sont en face de vous, ils arrivent à déterminer les personnes qui vont aller loin dans leur projet. Il peut y avoir des personnes qui ont des super projets, mais qui ont une façon d'expliquer leur projet qu'on se dit, ouais, ils vont pas aller loin. Vous avez des gens, ils ont rien. Moi, j'avais rien, j'ai rien. Et en expliquant mon projet, tout ce que j'avais fait auparavant, parce que j'ai travaillé aussi, je suis allée rencontrer des collectivités sur le terrain, des futurs partenaires. Tout ça, je l'ai fait de moi-même. C'est personne qui me l'a dit. Donc tout ça, j'ai pu le revendiquer. Parce que quand vous êtes pris dans un concours, c'est qu'on prend aussi la personne et le travail Bien qui est sûr. mené derrière. Mais j'en suis fière aujourd'hui, quoi. Bah vous pouvez l'être. En ce moment, on parle aussi beaucoup des rôles modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'entreprendre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, qui est émané de vous? Moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je l'avais pas envisagé. Je l'avais pas envie, pour vous dire la réalité, je pensais même pas un jour que j'allais entreprendre. J'ai entrepris à la fin de mon bac professionnel parce que j'avais pas d'opportunité. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, je l'ai saisie. Et moi, les exemples, j'en avais pas. Je le dis souvent, j'avais pas forcément d'exemples de grands entrepreneurs qui avaient réussi autour de moi, qui avaient développé des business. Et du coup, moi, j'avais pas de miroir, on va dire, entre guillemets, pour me dire, ah, je vais faire comme un tel. J'ai tout réinventé. Je suis comme si je rentrais dans un labyrinthe et je devais trouver le chemin, je me trompais. Et après, je me retrouve. Et après, à force de tromper, d'avancer, tu commences à finir à trouver la sortie. Et moi, c'est ce qui s'est passé exactement dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis inspiré par des multitudes de personnes. C'est-à-dire, c'est pas une personne en général qui va m'inspirer dans mon parcours, mais ça va être la mère de famille qui a 3 enfants, qui va se lever tous les matins et qui va aller bosser, qui va garder ses enfants, qui va pouvoir les éduquer. C'est le petit jeune qui a pas de réseau, qui a rien, qui essaie de se débrouiller pour aller chercher un job ou qui va créer une entreprise. C'est vraiment plusieurs sources d'inspiration, et dans les discussions et dans les rencontres que je fais, c'est ça qui m'inspire en vrai. C'est plusieurs personnes, des discussions, des gens que personne ne connaît parfois, où j'ai eu des discussions profondes qui m'ont tellement inspiré en me disant que ce que je fais est utile. Qu'est-ce que vous diriez du coup à des jeunes qui aimeraient entreprendre, mais à qui la société induit le message que du fait de leur adresse, de leur origine ou de leur provenance d'un point de vue général, qu'ils doivent rester à leur place, ou du moins qu'ils n'ont pas leur place dans l'entrepreneuriat? En fait, finalement, personne ne doit te dire que tu dois rester à ta place. C'est toi, tu te le dis toi-même en vrai. Même si le système pousse à ne pas t'ouvrir certaines portes, et je parle pas, je fais pas une généralité parce que
C'est comme dire quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Quand on veut, on peut individuellement, mais collectivement, c'est pas vrai. Il y a des situations, des gens qui font en sorte que même si tu veux, tu es tellement dans des problèmes que tu peux pas. Et en gros, moi, c'est pour ça que on doit rester à notre place. Ouais, pas pour tous. En fait, et certains, il faut qu'on se bouge. Il faut créer ces opportunités, ces passerelles. Donc pour moi, pour revenir à ta question et tout, les jeunes qui aimeraient entreprendre, qu'est-ce que je leur dirais? C'est déjà d'aller s'ouvrir, de parler autour d'eux et de se faire accompagner, de ne pas rester seul. Parce que quand on veut entreprendre, on est seul. On fait forcément des fautes, on perd du temps, on fait des erreurs. Et aujourd'hui, il y a plein de dispositifs partout. Aujourd'hui, il y a Internet. Moi, en 2007, quand j'ai créé ma boîte, il n'y avait pas Internet qui était développé comme c'est Internet. On dirait que c'était hier, mais en fait, Internet, c'était pas aussi développé que ça. Déjà, il n'y avait pas tout le monde qui avait Internet, etc. Du coup, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google, accompagnement. Après, il faut tomber sur le bon accompagnement. Il faut regarder les commentaires, les avis. Et une fois que tu te fais accompagner, là, déjà, tu n'es plus tout seul. Déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Mais après, à tous ceux qui ont envie, qui aimeraient entreprendre, moi, le message que je veux faire passer, c'est que allez-y, il n'y a rien à perdre. Hein. De toute façon, là où on est, on ne va pas en mourir. Hein. Moi, je dis toujours, la France, c'est le pays, l'un des meilleurs pays pour entreprendre. On a un filet social, même quand on travaille, on peut se mettre au chômage et on peut toucher l'ACRE qui permet d'avoir un capital de départ. Ou quand on n'a pas les moyens, on peut entreprendre et à côté avoir des allocations qui vous permettent de maintenir un niveau de vie minime. Donc, on peut prendre des risques, surtout quand on est jeune. Plus on est jeune, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Donc, j'encourage, moi, toute cette jeunesse, désolé d'être long, de pouvoir entreprendre et de développer leur business, quoi, parce que, et s'ils peuvent se faire accompagner, qui n'hésitent même pas une seconde. C'est toujours mieux. Il y a 80% de personnes qui réussissent en se faisant accompagner que ceux qui sont tout seuls à entreprendre. Est-ce que vous pourriez nous partager pourquoi c'était important pour vous de créer une flâneuse, de créer les flâneuses, parce que on entend dans ce que vous dites que vous aviez mentionné que vous n'étiez pas du tout entrepreneur, même si je ne sais pas si on est vraiment entrepreneur à un moment donné, mais qu'est-ce qui vous a fait tout quitter en fait? Vous dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire, parce que ça, c'est un pas, je pense, qui est ultra important. Du coup, voilà, pourquoi c'était important pour vous de créer une flâneuse? Je crois que au début, on ne crée pas une flâneuse. Au début, on a vraiment connaissance d'un besoin qui est le fait d'apporter des solutions qui soient plus inclusives. Il y a des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ont des difficultés, par exemple de mobilité, se voient prescrire des solutions qui ne répondent pas forcément à leurs besoins, se voient stigmatisées, et quand on échange avec elles, elles en souffrent. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, elles cherchent à éviter ces situations-là. Donc nous, on arrive avec la volonté de proposer une autre solution face à ce problème-là qu'on a identifié. Et c'est de travailler avec ces gens-là qui rencontrent ces problématiques-là. C'est vraiment de la co-conception qu'on a fait avec elles, qui nous amène jusqu'à concevoir la flâneuse. Mais la flâneuse, c'est pas nous qui l'avons imaginée. On l'a imaginée avec tout un tas de personnes âgées, jeunes, familles, bien portants, ayant des problèmes de santé, avec des musées, avec des médiathèques, avec des structures qui accueillent ces publics-là et qui, à un moment, ont tous l'envie d'avoir une réponse qui soit la plus large et la plus inclusive possible. Quand vous dites qu'on n'a pas conçu la flâneuse seule, néanmoins, vous étiez l'étincelle de départ, vous êtes tout le long le fil rouge qui avait assemblé les énergies de tous ces gens pour arriver à ce résultat. Le fil rouge, il est vraiment, et c'est ce que vous disiez dans la présentation au départ, et c'est ce qui nous est aujourd'hui renvoyé en très positif, il est dans la complémentarité des deux personnes qui font de la société. C'est-à-dire que moi, j'arrive vraiment avec la connaissance du terrain, avec ce besoin de terrain où très clairement, j'ai accompagné des gens qui laissaient leur déambulateur derrière la porte parce qu'elles ne voulaient pas sortir avec, qui vont plus au musée parce que c'est trop fatigant d'aller au musée. Et Yves, avec cette méthodologie qui permet à un moment de venir joindre tout un tas de personnes dans cette réflexion par itération, et où on n'a pas peur de se tromper, on recommence, on questionne jusqu'à avoir une solution qui soit satisfaisante et qui soit la moins stigmatisante possible. Et effectivement, la relation frère-sœur à ce moment-là, et la confiance que
que l'on a l'un dans l'autre, je pense, c'est un ciment qui permet de traverser tout un tas de phases où forcément on a des doutes et on se pose des questions. Là, on était, enfin, ouais, en le portant, nous, le projet, oui. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Thérèse, parce que ça nous raccroche aussi avec, on va dire, notre entité, la plateforme de l'inclusion qui accompagne les personnes très éloignées de l'emploi, principalement à retourner vers le marché du travail. Et notamment, dans la plateforme de l'inclusion, on a un outil qui s'appelle le marché de l'inclusion qui recense les entreprises d'insertion, les associations d'insertion, enfin ateliers, chantiers d'insertion, etc. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples en fait de collaborations que vous avez avec des entreprises d'insertion, enfin des structures d'insertion dans leur globalité? Bien sûr. Aujourd'hui, l'entreprise... Justement, tout à l'heure, on parlait de votre début de carrière avec la création de La Part de Rêve. Aujourd'hui, comment liez-vous la vie d'entrepreneur avec votre vie personnelle? À la fois avec beaucoup d'implication et beaucoup de distance. Je m'explique. Beaucoup d'implication parce que, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, j'ai commencé l'entrepreneuriat sans compter. Et je me suis embarqué là-dedans avec énormément de cœur, surtout que j'avais la chance d'être dans une activité qui me passionnait et qui me parlait tout de suite. Moi, quand j'étais gamin, je voulais 5 enfants. J'ai la chance aujourd'hui d'être père et beau-père de 7 enfants à la maison. Et c'est quand ma première fille est née que j'ai eu la chance, là aussi, de découvrir cette activité de la crèche, de l'accueil petite enfance. Donc j'ai fait ça et j'ai appris à créer de la distance. Alors, créer de la distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réussis aujourd'hui à déconnecter complètement le soir, le week-end, quand je le décide. Évidemment, parfois je ne décide pas de déconnecter, mais je fais attention à ne pas embarquer dans ma connexion d'autres autour de moi. Ça, c'est un point de vigilance extrêmement important. Mais je réussis à déconnecter. J'ai appris à dompter mon tempérament et mon envie d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est selon ma définition, c'est vraiment un tempérament de créatif et de quelqu'un qui se laisse prendre par sa passion d'entreprendre, justement. Et donc j'ai appris à mettre la distance, à prendre plusieurs semaines dans l'année où j'ai pas de téléphone, où j'ai pas d'accès à mail et où j'ai organisé avec mon équipe le suivi et le remplacement. Vous voyez, on est mardi là au moment de l'enregistrement. Demain on est mercredi et demain après-midi je suis pas au travail et tout le monde le sait parce que demain après-midi je suis papa bi-hebdomadaire et une semaine sur deux le mercredi après-midi je suis avec mes enfants et puis point barre. Je m'interdis de penser que comme j'entreprends et comme je crée de la valeur quelque part, plus que mon épouse qui n'entreprend pas, donc on pourrait dire que je crée plus de valeur qu'elle, c'est pas vrai, hein, encore une fois, vraiment, mais c'est un poncif. Du coup, je pourrais me laisser aller en disant oui, du coup, je vais être moins à la maison et elle va le comprendre. Et non, c'est pas voilà, c'est une discipline personnelle vis-à-vis de mon travail, mais c'est aussi un combat que je mène dans la famille pour que dans la famille il n'y ait pas l'impression que papa étant très occupé, c'est légitime que il fasse pas à manger, qu'il soit fatigué, alors que je sois fatigué, oui, évidemment, mais tout le monde est fatigué et tout le monde est aussi légitime. Voilà, ça c'est un combat entre guillemets. Alors c'est un doux combat, hein, c'est pas un combat compliqué, mais c'est de l'organisation. Mais c'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance de l'entrepreneur que je suis, parce que je sais que si je peux être entrepreneur, c'est parce que j'ai les conditions autour de moi qui me le permettent, et pas uniquement les conditions qui me permettent de ne faire que ça, mais aussi les conditions qui me permettent de m'épanouir, d'avoir un retour bienveillant quand j'en ai envie, de me ressourcer, de méditer, de profiter, voilà. Et c'est un travail d'équipe, et je dis vraiment très souvent que seul on va vite et ensemble on va loin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller loin, longtemps. Je suis marathonien réellement, et l'une de mes envies dans la vie, c'est peut-être surprenant, mais c'est vrai, c'est de courir un marathon avec mon épouse quand on aura 80 ans tous les deux, parce que ça voudra dire qu'on est allé assez loin
loin, y compris dans le respect de soi, d'abord dans le couple, ça veut dire qu'on aura fait attention au couple et qu'on aura toujours envie de courir ensemble à cet âge-là, mais aussi dans le respect de mon corps, dans le respect de mon état d'être et dans l'écosystème qui fera que les conditions seront remplies pour le faire. Super. C'est beau. Oh. Ça n'a pas cette prétention, je suis désolé. Non, mais c'est chouette surtout. C'est un message qui est beau et qui tend à être véhiculé aussi, donc top. C'est ainsi que s'achève ce best-of de Semblable le podcast. Nous espérons que cette compilation des moments les plus inspirants des 4 derniers épisodes vous a été enrichissante. Karima Kerkoub, Moussa Kamara, Thérèse Donné ou encore Rémi de Merseman ont partagé leur vie d'entrepreneur inclusif de l'intérieur comme rarement, voire comme jamais auparavant. Selon nous, ces témoignages sont une véritable source de motivation. Alors si vous aussi vous souhaitez créer un impact positif autour de vous, retrouvez l'intégralité de ces épisodes sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt pour de nouvelles rencontres inspirantes dans Semblable le podcast. Profitez pleinement de votre été et prenez soin de vous.